Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous invite à me rejoindre pour un voyage unique à travers l'univers fascinant de Braxville. L'ombre de Dogos, c'est le premier tome, que j'ai créé bien évidemment et que je vous parle depuis pas mal de temps, sur lequel même je vous ai fait une petite interview qui parle vraiment en détail, je pourrais dire, du premier tome. Mais ce n'est pas simplement un roman, c'est bien plus que ça. C'est un monde où la science-fiction, la dystopie et l'intrigue politique se mêlent pour tisser en fait une histoire qui, je l'espère, vous marquera profondément. Vous êtes sur le point de plonger dans un univers où les dilemmes moraux se heurtent à la survie humaine, où chaque décision a un poids immense et où les forces extérieures ne sont pas les seules menaces. Et je me souviens bien la première fois que j'ai eu l'idée de créer Braxville, quand il a germé un peu de mon esprit, c'était lors d'une soirée très calme autour d'un feu, où je me suis vraiment simplement posé une question très simple mais vraiment troublante, alors que j'étais jeune à l'époque et que j'étais à fond dans la science-fiction, comme vous le savez, je le suis toujours. Mais qu'adviendrait-il de l'humanité si elle devait soudainement faire face à une menace si colossale qu'aucun de nos progrès technologiques, aucun de nos systèmes de pouvoir ne pourrait la surmonter? Et si cette menace venait de l'extérieur, d'une civilisation que nous ne pourrions jamais vraiment comprendre? Cette idée m'a hanté et au fil du temps, elle a pris racine pour devenir ce monde complexe et riche que je m'apprête à vous dévoiler et à vous partager. Alors que vous soyez un amateur de science-fiction ou simplement curieux de découvrir un nouvel univers, installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter l'histoire de Braxville. Première partie, l'univers de Braxville et la survie de l'humanité. Imaginez un futur lointain. Nous avons toujours cru que notre technologie serait notre bouclier, que notre savoir accumulé nous protégerait de toutes les menaces. Mais dans Braxville, cette croyance s'effondre. L'humanité est à genoux, acculée, non seulement par des forces extraterrestres, mais aussi par des luttes de pouvoir internes. Les villes que nous avons construites, ces symboles de notre grandeur, ne sont plus que des ruines fumantes. Les vaisseaux extraterrestres, immenses et menaçants, obscurcissent le ciel, plongeant le monde dans une ombre permanente. Ce n'est pas simplement une guerre, c'est une lutte pour la survie la plus élémentaire. Imaginez-vous en train de marcher parmi les décombres d'une civilisation autrefois glorieuse, le silence pesant uniquement brisé par le bruit lointain de vaisseaux planant au-dessus de votre tête. C'est le monde dans lequel les derniers survivants de l'humanité tentent de trouver un sens, une raison d'espérer. Les rares survivants ne vivent plus à la surface. Ils se sont réfugiés dans des blocs de survie souterrains, ces refuges creusés à la hâte pour échapper à la destruction massive qui a déferlé sur la planète. Ces blocs, qui devaient être des sanctuaires, sont devenus des prisons. L'air y est lourd, les ressources rares et l'espoir fragile. C'est dans ce contexte que des leaders émergent, des hommes et des femmes qui, par leur ruse ou leur force, essaient de guider ce qui reste de l'humanité. Mais leurs intentions sont-elles vraiment nobles? Ou bien cachent-elles des ambitions bien plus sombres? Partie 2. Dogos le manipulateur dans l'ombre. Au cœur de cette intrigue se trouve un personnage central, Dogos. Et Dogos est bien plus qu'un simple antagoniste. Il est l'incarnation même du contrôle absolu, de la manipulation. Dès le début, je savais que je voulais un personnage complexe, quelqu'un que l'on ne pourrait pas simplement classer comme le méchant, entre guillemets. Dogos est vraiment un stratège hors pair, capable de voir bien au-delà des événements immédiats. Mais il est aussi marqué par son passé, un passé fait de pertes, de souffrances et d'une quête incessante de pouvoir. Né sur la planète Xiron, un monde brutal où la force est la seule loi, Dogos a appris à manipuler les autres pour atteindre ses objectifs. C'est un personnage fascinant, car bien qu'il semble impitoyable, il a toujours cette question qui plane. Est-il vraiment aussi maléfique qu'il le laisse paraître? Ou bien cherche-t-il à protéger quelque chose de bien plus précieux, à sa manière? La puissance qu'il détient n'est pas simplement une arme, c'est aussi une protection contre ses propres démons, ses propres vulnérabilités.
Dogos a réuni autour de lui des disciples fidèles, chacun représentant une facette différente de l'humanité. Prenons Crayon, par exemple. Crayon est froid, calculateur. Il voit le monde comme un échiquier géant, où chaque mouvement doit être planifié avec une précision extrême. Il ne laisse jamais ses émotions prendre le dessus. Puis il y a Zara, une guerrière déchirée par des loyautés conflictuelles. Elle est le personnage fascinant, car elle incarne ce tiraillement que beaucoup de gens ressentent entre ceux qui pensent être justes et ceux qu'on attend d'eux. Quant à Vorax, quant à lui, il est tout l'inverse de Crayon. Il s'agit tout simplement de l'impulsion et des émotions à l'état pur. Il est brutal, direct. Mais derrière cette façade de force, il cache une profonde souffrance, un manque d'acceptation de lui-même. Ces trois personnages ne sont pas simplement les disciples de Dogos. Ils sont aussi le reflet de ses propres contradictions. Dogos voit en eux des parties de lui-même. Et c'est ce qui le rend, on va dire, intéressant et qui rend aussi leur relation complexe entre les disciples et Dogos. Ils sont à la fois ses plus grandes armes et ses plus grandes faiblesses. Partie 3. Les thématiques de Braxville. Ce qui me passionne dans Braxville, c'est la manière dont il explore des thématiques universelles. Au-delà de la science-fiction, ce roman pose des questions sur la nature humaine, sur ce que signifie vraiment survivre dans un monde qui a perdu toute morale. Que feriez-vous si vous deviez choisir entre sauver votre propre vie ou sacrifier des milliers d'autres? Quelle est la vraie nature du pouvoir? Est-ce qu'il corrompt inévitablement ceux qui le détiennent, ou bien peut-il être utilisé pour protéger ceux que l'on aime? Chaque personnage dans Braxville est confronté à ces questions. Ils doivent prendre des décisions difficiles, et ces décisions ont des conséquences profondes, non seulement pour eux-mêmes, mais pour l'avenir de l'humanité tout entière. Rien n'est jamais simple, rien n'est jamais évident. Les frontières entre le bien et le mal sont floues, et cela, je pense, est ce qui rend l'histoire si captivante. Prenons l'exemple des blocs de survie. À première vue, ces abris souterrains devaient représenter l'espoir, la chance pour l'humanité de se protéger du chaos qui règne à la surface. Mais très vite, ils deviennent le théâtre de nouvelles luttes de pouvoir. À l'intérieur, de nouvelles règles sont imposées, souvent tyranniques, et la survie de chacun dépend de sa capacité à naviguer dans cet environnement hostile. Et c'est une réflexion sur la manière dont même, dans les pires moments, l'humanité trouve toujours un moyen de diviser, de créer des hiérarchies. Mais c'est aussi une réflexion sur notre incroyable capacité à nous adapter et à survivre, même dans les conditions les plus extrêmes. Partie 4. L'invasion extraterrestre et l'alliance improbable. En l'an 1500, une invasion extraterrestre d'une ampleur inimaginable a bouleversé l'ordre du monde. Imaginez des villes entières réduites à néant en l'espace de quelques heures. Des vaisseaux géants planant au-dessus des ruines, silencieux mais menaçants. Les extraterrestres ne sont pas là simplement pour conquérir. Leur but va bien au-delà de la simple domination. Ils sont là pour reconfigurer la Terre, pour redéfinir ce que signifie être humain. Mais dans ce chaos, une alliance improbable se forme. Dogos, ce personnage central que tout le monde redoute, trouve un terrain d'entente avec ses envahisseurs. Mais je ne vais pas vous spoiler, car effectivement vous découvrirez pourquoi Dogos s'allie avec ses fameux envahisseurs pour envahir la Terre, et entre autres Braxville. Ce que je peux vous dire, c'est que Dogos voit en ces extraterrestres une opportunité de renforcer son pouvoir, de contrôler encore davantage ce qui reste de l'humanité. Mais cette alliance est-elle vraiment durable, ou bien finira-t-elle par se retourner contre lui? Partie 5. La reconstruction de l'humanité après l'invasion. Les cicatrices laissées par l'invasion extraterrestre ne sont pas seulement visibles dans les villes en ruine ou les paysages dévastés, elles sont aussi gravées dans l'esprit des survivants. L'humanité, qui a toujours été si résiliente, doit maintenant se reconstruire, non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement. Comment rebâtir une civilisation quand tout ce qui la définissait a été effacé?
Comment redonner espoir à des hommes et des femmes qui ont vu leur monde entier s'effondrer sous leurs yeux? Plus tard dans le roman, en l'an 2460, cela marque un tournant décisif. L'humanité est à la croisée des chemins. Certains pensent que la meilleure solution est de collaborer avec les extraterrestres, de profiter de leur technologie pour reconstruire. D'autres, au contraire, aspirent à une autonomie totale, refusant de s'allier à ceux qui les ont presque anéantis. Cette dualité, cette lutte entre l'espoir et la méfiance est au cœur de la reconstruction de Braxville. Et il est fascinant de voir comment, même après avoir tout perdu, l'humanité continue d'évoluer. Les survivants intègrent les technologies extraterrestres dans leur quotidien, non sans une certaine crainte, mais ça les arrange un peu. Ils reconstruisent leur ville, mais la méfiance envers les envahisseurs reste palpable. Chaque nouveau bâtiment, chaque nouveau système est à la fois un signe d'espoir et un rappel des horreurs passées. Mais il ne faut pas oublier que cette période de reconstruction est aussi marquée par des tensions internes. Les luttes de pouvoir, que ce soit entre les blocs de survie ou entre les différentes factions de résistants, sont loin d'être terminées. Le véritable ennemi est-il encore les extraterrestres ou sommes-nous devenus nos propres ennemis? Cette question de la reconstruction après une catastrophe mondiale est un thème central dans Braxville. Elle pousse le lecteur à réfléchir à la manière dont nous, en tant qu'humains, en tant que société, réagissons face aux crises, qu'elles soient climatiques, politiques ou sociales. Sommes-nous capables de tirer des leçons de nos erreurs ou sommes-nous condamnés à les répéter encore et encore? Partie 6. Braxville, la ville symbole de la lutte pour la survie. Parlons de Braxville. Cette ville qui est presque un personnage à part entière dans mon histoire, eh bien c'est bien plus qu'un simple décor pour l'intrigue. C'est une ville en fait qui est en déclin, qui a été ravagée par la guerre et la famine, mais qui reste un symbole puissant de la lutte pour la survie humaine. C'est dans cette ville que se déroulent certains des événements les plus marquants du livre, et c'est aussi là que la résistance humaine est la plus forte. Braxville, autrefois un centre de commerce et d'innovation et de technologie, est devenue une terre désolée. Ses bâtiments sont en ruine, ses rues désertées, mais malgré tout, les habitants de cette ville continuent de se battre. Ils refusent d'abandonner. Pour eux, Braxville est plus qu'une simple ville. C'est leur foyer et ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour la défendre. J'ai voulu que Braxville représente cette idée de résilience, cette idée que, même dans les moments les plus sombres, l'humanité trouve toujours un moyen de se relever. Mais cette lutte pour la survie n'est pas sans coût. À mesure que les habitants de Braxville s'organisent pour reconstruire, de nouvelles tensions apparaissent. Les différentes factions qui cohabitent dans la ville ne sont pas toujours d'accord sur la manière de procéder. Certaines veulent utiliser les technologies extraterrestres pour avancer plus vite, et d'autres préfèrent s'en méfier et revenir à des méthodes plus traditionnelles. Et cette dualité, ce conflit interne, reflète les luttes que nous vivons aujourd'hui dans notre propre société. Dans Braxville, la survie ne se résume pas à échapper à la mort. C'est aussi une lutte constante pour maintenir un équilibre fragile entre progrès et tradition, entre confiance et méfiance. Partie 7. La cohabitation avec les extraterrestres. Il y a une autre question centrale dans Braxville et celle de la cohabitation avec les envahisseurs. Est-il vraiment possible que deux espèces aussi différentes puissent coexister? Ou bien cette cohabitation n'est-elle qu'une illusion, un fragile équilibre destiné à s'effondrer à la moindre tension? Pour moi, cette question va bien au-delà de la science-fiction. Elle résonne avec notre propre réalité, où des cultures, des idéologies et des nations doivent apprendre à cohabiter, souvent dans des contextes de méfiance et de peur. Dans Braxville, cette cohabitation est tout sauf harmonieuse. Il y a des tensions constantes, des luttes pour le pouvoir et une méfiance qui ne disparaît jamais totalement. Les envahisseurs, si on peut dire ça comme ça, bien qu'ils aient apporté avec eux des technologies avancées, ne sont pas vraiment vus comme des sauveurs. Ils sont des intrus, des oppresseurs. Et chaque interaction avec eux est teintée de suspicion. Mais l'humanité n'a pas d'autre choix que de composer avec cette nouvelle réalité. Certains groupes choisissent de collaborer avec eux,
espérant que cette alliance leur permettra de reconstruire plus rapidement et de retrouver une forme de stabilité. D'autres, en revanche, refusent catégoriquement cette cohabitation et préfèrent se retirer dans des enclaves isolées, loin de l'influence extraterrestre. Cette relation complexe entre les humains et les extraterrestres reflète, je pense, notre propre monde. Nous vivons à une époque où les différences culturelles, idéologiques et politiques sont parfois source de conflits. Mais elles peuvent aussi être des opportunités de croissance et d'apprentissage si nous savons comment les gérer. Partie 8. La question du pouvoir dans Braxville et sur la planète Xiron. Le pouvoir est un thème omniprésent dans mon roman. Dogos, bien sûr, incarne cette obsession du contrôle absolu. Pour lui, le pouvoir n'est pas seulement un moyen de dominer, c'est aussi une manière de se protéger, de s'assurer que rien ne puisse jamais lui échapper. Mais Dogos n'est pas le seul à convoiter le pouvoir dans cet univers. Vous avez par exemple ses disciples, Cryon, Zara et Vorax, qui sont chacun attirés par une forme de pouvoir différente. Cryon voit le pouvoir comme un jeu d'échecs. Chaque mouvement doit être calculé, chaque décision doit servir à un objectif à long terme. Et pour lui, le pouvoir c'est une question de stratégie, de manipulation. Zara, quant à elle, est plus complexe. Elle est tiraillée entre son devoir envers Dogos et ses propres convictions. Elle ne cherche pas le pouvoir pour elle-même, mais elle sait qu'elle doit en posséder pour protéger ceux qu'elle aime. Vorax, enfin, est l'incarnation du pouvoir physique. Il est brut, direct, et ne comprend toujours pas les subtilités de jeu de pouvoir qui se jouent autour de lui. Il n'est pas très futé. Mais derrière cette façade de force, il cache également une grande fragilité, une peur de ne jamais être à la hauteur. Et donc ces luttes de pouvoir ne se limitent pas aux personnages principaux. Elles se retrouvent aussi à tous les niveaux de la société dans mon roman. Dans les blocs de survie, les dirigeants se disputent le contrôle des ressources, imposant parfois des régimes tyranniques pour maintenir leur autorité. Mais ces luttes internes affaiblissent encore davantage l'humanité, qui devait au contraire s'unir face à la menace extraterrestre. Et cette question du pouvoir, de la manière dont il est utilisé et dont il peut corrompre, est un thème central de mon livre. Elle pousse le lecteur à se demander qu'est-ce que le pouvoir au fond ? Est-il inévitablement destructeur ou peut-il être utilisé pour le bien commun ? Conclusion et appel à la réflexion. Comme vous le constatez, Braxville, l'ombre de Dogos, est bien plus qu'un simple roman de science-fiction. C'est une plongée dans les profondeurs de la condition humaine, une exploration des dilemmes moraux, des luttes de pouvoir et de la survie dans un univers qui semble avoir perdu toute morale. À travers cette histoire, je vous invite à vous interroger sur la nature du pouvoir, sur les choix que nous devons parfois faire pour survivre et sur notre incroyable capacité à nous adapter. Même dans les moments les plus sombres, il va falloir quand même y réfléchir un peu. Alors, si vous n'avez pas encore découvert l'univers de Braxville, je vous invite grandement à plonger dedans. Car chaque page est une nouvelle révélation. Chaque personnage est un miroir de nos propres luttes et de nos propres espoirs. Dans cet univers, rien n'est jamais simple. Et c'est ce qui rend l'histoire si captivante. Avant de finir cette vidéo, je tiens à faire un petit message en plus concernant ce petit texte. Bien évidemment, c'est un texte que j'ai mis un peu de temps à écrire pour essayer de raccourcir au maximum, si vous préférez, l'article que je voulais vraiment vous faire à la base, car il devait durer très longtemps. Parce que si je devais vous expliquer, pour vous mettre en haleine un peu tout ce qui se passe dans le tome 1, je pense qu'il faudrait à peu près une heure et demie de vidéo, car voilà, le roman, le premier tome fait 400 pages, 430 pages, je crois. Et bien évidemment, je ne vous ai pas donné tous les détails dans cette petite vidéo, car bien évidemment, je vous laisse quand même beaucoup de suspense. Il y a beaucoup de choses que je ne dis pas, car ça pourrait un peu gâcher le plaisir. Et j'espère qu'en tout cas ça vous a plu et que ça vous incitera à regarder un peu le lien qui va sur Amazon. La version que vous avez qui est sur Amazon est en noir et blanc et il n'y a pas d'image. Mais une version premium, ça va bientôt arriver, qui sera en couleur et donc qui intégrera toutes les vignettes, toutes les images que j'ai créées en fait pour le roman.
Et vous aurez aussi à la fin un récap en fait de tous les personnages. Donc vous verrez chaque personnage avec un petit texte explicatif où chaque personnage se présentera à la première personne. Et oui, vous allez voir, c'est vraiment très sympa. Et voilà, donc là, c'est vrai que j'ai pas trop le temps en ce moment de créer des gros épisodes et de créer pas mal de contenu. Il y a pas mal de boulot. Mais vous allez voir que prochainement, je vais continuer donc le 2e tome. Je pense que le 2e tome sera corrigé, je pense, d'ici 1 mois et demi, 2 mois. Et donc d'ici 2 mois, je pense peut-être pour Noël, le 2e tome sortira. Et ça se concentrera bien évidemment essentiellement sur Braxville. Je vous remercie de m'avoir écouté, très chères auditrices et très chers auditeurs, et je vous dis à très bientôt. Normalement, vous avez un épisode qui arrive sur un sujet astronomique. Je pense que ça va vous plaire. À bientôt. Ciao, ciao.